Il est 12h30, soyez les bienvenus dans ce journal sur RTI2. Les titres. Dans la commune d'Adjamé, plusieurs routes dans différents quartiers ont été bitumées. Des travaux qui s'inscrivent dans le programme d'assainissement et de bitumage du gouvernement. Et puis, en Afghanistan, les talibans ont fortement durci les restrictions à la liberté des femmes en leur imposant ce samedi le port en public de la burkane. Comme annoncé à l'instant dans les titres, les habitants des quartiers de Texas Village, Sarama, Badem et Champs-Élysées dans la commune d'Adjamé sont en joie. Les raisons, le bitumage des voies qui donnent accès à leur quartier. À l'approche des grandes pluies, ces travaux qui s'inscrivent dans le programme d'assainissement et de bitumage initié par le gouvernement se présentent comme une lueur d'espoir pour ces populations longtemps confrontées à des situations pénibles telles que des glissements de terrain. Ces travaux d'assainissement et de bitumage sont d'une valeur de 6 milliards. Écoutons à cet effet le chef du projet et le maire de la commune d'Adjamé. Nous voyons que les ouvrages ont été bien réalisés et pour le moment bien entretenus. Et ce que nous souhaitons, c'est que la population s'approprie ces ouvrages et les garde en très bon état et propre. C'est un lot qui comprend non seulement Williamsville, qui comprend Adjamé, qui comprend Payé, et tout ça, c'est autour de 6 milliards. Le conseil municipal d'Adjamé est très heureux de recevoir ces travaux ce matin et dire que nous approchons à une saison, la saison pluvieuse. Ici, par le passé, c'était vraiment une zone à double risque, puisque vous voyez que le quartier des enfants de moins de 10 ans qui courent de part et d'autre. Donc avec la réalisation de ces travaux, vraiment c'est un ouf de soulagement pour nos populations. Bientôt, plusieurs entités de l'État et même des ministères seront auditées. C'est une annonce qui ressort d'une rencontre entre l'inspecteur d'État et le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités de la lutte contre la corruption, Epiphane Zorobibalo, qui a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Bintou Pekele. Renforcer le contrôle pour garantir la bonne gouvernance. Voilà la vision de l'inspecteur général d'État. Ce jeudi, Théophile Awandouli reçoit le ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Et également, échange sur la riche expérience de l'inspection générale d'État qui est l'aînée des institutions de contrôle de la République et qui est chargée d'assurer la bonne gouvernance au niveau des différentes institutions de l'État. Nous avons vu que nous pouvons largement travailler ensemble. Et c'est pour ça qu'on a parlé de mémorandum d'entente qu'il faut signer pour essayer de formaliser un peu tout cela. Nous allons le faire et travailler ensemble pour l'efficacité de l'administration ivoirienne et également dans la perspective de ce que le président de la République veut, la bonne gouvernance. Et conformément à cette volonté pour 2022, CAP suit un contrôle renforcé, gage d'une administration efficace et d'un service de qualité aux populations. L'occasion pour l'IGE d'éclairer l'opinion sur les audits en cours au sein de certains ministères. De façon ponctuelle, quand le président est alerté d'un certain nombre de problèmes dans une structure, le président demande à l'inspection générale d'aller vérifier, d'aller investiguer. Mais de façon également permanente, l'inspection générale, chaque année, propose au président de la République un programme d'activité. Cette année, 2022, il y a des ministères qui doivent être contrôlés, dont le ministère des Eaux et Forêts. Il y a 15 ministères qui sont dans le programme. Il y a 15 sociétés d'État et EPN qui doivent être contrôlées. Il y a 6 collectivités locales, collectivités territoriales qui doivent être contrôlées. C'est dans le cadre d'un programme normal. Le mémorandum de coopération entre l'institution et le ministère devrait être acté ces prochains mois.
Après des années de formation, bonjour, la récompense. Le département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody a procédé à la remise de diplômes des étudiants inscrits en licence et master. Cette remise de diplôme s'est tenue dans l'amphithéâtre A en présence des parents, amis et autorités universitaires. Nous sommes garés. Ils sont désormais aptes à intégrer le monde de l'emploi. Après 3 années de formation pour certains, 5 années pour d'autres, les étudiants issus de la 55e promotion du département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny reçoivent leur diplôme de la licence et du master. J'ai eu ma licence comme mes camarades étudiants et je suis très fière de partager ce moment avec eux. Nous comptons faire valoir ces différentes qualités que les enseignants nous ont prodiguées dans l'administration ivoirienne, mais aussi au niveau africain, parce que l'histoire africaine a besoin de quelques personnes, ou du moins des Africains eux-mêmes, pour écrire leur propre histoire, comme le disait le professeur Joseph Kizerbo. Sur 443 inscrits pour la licence, 293 étudiants sont admis, soit près de 66%. Et sur les 68 étudiants inscrits en master, 61 sont admis. Des résultats jugés satisfaisants selon Moussa Paré, chef du département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny, et Blaise Yaoukwasi, parrain de la promotion. Évidemment, nous sommes satisfaits parce que les résultats sont dans l'ensemble bons. Nous sommes au-delà de 60% dans certains cas, nous atteignons 90% dans d'autres. Par rapport au contexte, avec les difficultés que nous rencontrons, avoir de tels résultats, nous sommes satisfaits. C'est vraiment une performance. Le diplôme, c'est un parchemin qui permet de s'insérer dans la vie professionnelle de tous les jours en ayant des ressources et des connaissances de base. Le reste dépend d'eux, de leur sérieux, de leur ambition, de leur volonté de réussir dans cette société ivoirienne. Comme on le dit, l'avenir leur appartient. L'avenir de la Côte d'Ivoire leur appartient et c'est à eux de savoir se frayer un chemin. Ces nouveaux impétrants ont été formés au métier de l'enseignement et de la gestion du patrimoine. La première édition du festival Ciné Scratch a eu lieu ce vendredi à l'espace Canal au bois de Trécheville. Ce festival initié par la Fondation Cœur de Reine vise à promouvoir le leadership féminin à travers le cinéma. Georgette Ido-Fofana. Promouvoir le leadership féminin à travers le cinéma, c'est l'objectif du festival Ciné Scratch 2022. Ce rendez-vous culturel est une initiative de la Fondation Cœur de Reine et ses partenaires. Ce festival se veut un cadre d'échange entre les cinéastes et le grand public. Abidjan Ciné Scratch est un festival qui a été initié pour faire la promotion de la femme, pour les femmes et avec les femmes, mais pas les métiers de l'art. De plus en plus, le leadership féminin est beaucoup touché et on se disait pourquoi pas chercher à rentrer dans ce domaine-là, mais quand on parle de leadership féminin, il faut forcément qu'on puisse mettre les moyens à disposition du genre qui est visé pour le faire. Et vu que nous savons que les femmes représentent tout ce qui est artistique, tout ce qui est beau, et qu'en plus de cela, elles savent faire la création, nous avons initié le festival pour nous faire entrer toutes dans ce domaine-là. Pendant 3 jours, il sera meublé par des masterclass, des projections de films, des villages gastronomiques et des prestations artistiques. Ce festival sera en quelque sorte une manière de choisir des lauréates que nous allons pouvoir accompagner sur du très long terme. Après ce festival, nous saurons qui nous pouvons accompagner, qui est apte à apprendre, qui est-ce qui peut développer des capacités intellectuelles très rapidement et voir comment les insérer en entreprise et dans la vie active. Ce sont au total plus de 10 000 festivaliers qui sont attendus pour cette première édition. La cérémonie d'ouverture a pris fin par la visite des stands. Un mot de sport à présent. Il s'est tenu au siège du Comité national olympique la cérémonie de passation de charge entre le nouveau président de l'Institut et le sortant. Ongouan Georges devient ainsi le 4e président du CNO de Côte d'Ivoire. Jean-Sylvain Ressot de RTI Sport. C'est en présence du directeur de cabinet du ministre des Sports, Alayao François, et de quelques présidents de fédération que Maître Ongouan Georges, élu président du Comité national olympique Côte d'Ivoire le 30 avril 2022, reçoit les documents de l'olympisme ivoirien. Le président sortant, Lassana Palinfo, qui a dirigé avec brio pendant plus de 2 décennies le Comité national olympique, s'est dit heureux de passer enfin la main avant d'inviter son successeur à poursuivre l'œuvre de ses prédécesseurs. La vie, c'est une course de fond. Chacun fait son tour et passe le relais pour qu'il ne tombe pas.
En fin de parcours, je remets donc au jeune frère Ngouan, qui doit compter l'œuvre de nos dévanciers, Kofi Gado, Ekra Mathieu, Djessou, qui a mené le sport au plus haut niveau, Serigne Leba et tous les autres qui ont tracé le sillon que j'ai suivi. Je voudrais que Ngouan suive ce même sillon pour le meilleur devenir de la Côte d'Ivoire. Le nouveau président a pris l'engagement de réussir son mandat avec tous les acteurs du Comité national olympique. Concernant le relais que vous m'avez donné, je l'ai attrapé avec beaucoup de force. Il ne tombera pas le relais. Il s'agit de travailler pour le sport ivoirien. Le CNO fera son affaire. Nous avons des rendez-vous importants. Paris 2024. Nous avons un autre rendez-vous important. Dakar 2026, les Jeux olympiques de la jeunesse. Tout cela, nous allons le faire ensemble, toutes les fédérations ensemble. Joseph Georges Ngouan dirigera le CNO Côte d'Ivoire pendant 4 ans. À l'est du continent africain, en Éthiopie, plus précisément, les forces rebelles du Tigré ont occupé pendant près de 3 mois une partie de la région Afar, dans le nord du pays. Ils ont assuré s'être retirés fin avril afin que l'aide humanitaire puisse transiter dans cette même région. Pourtant, force est de constater la présence des forces rebelles du Tigré dans certains districts de la région difficilement accessibles. Terminons ce journal en Asie centrale. Il s'agit de la plus sévère restriction à la liberté des femmes depuis le retour au pouvoir des talibans en août dernier. Le chef suprême de l'Afghanistan a ordonné ce samedi que les Afghans portent désormais en public à la burqa un voile intégral après avoir pris le pouvoir à la mi-août en mettant fin à 20 années d'occupation par les États-Unis et ses alliés qui les en avaient chassés en 2001. Les talibans avaient promis de se montrer cette fois-ci plus souples. Cette volte-face inattendue qui n'a pas été justifiée a scandalisé la communauté internationale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite.